Alors, la bataille des Dardanelles, qui est également aussi appelée bataille de Gallipoli ou campagne des Dardanelles, c'est un affrontement qui va opposer d'une part l'Empire ottoman aux troupes britanniques et françaises dans la péninsule de Gallipoli, qui se trouve dans l'actuelle Turquie. C'est une bataille qui va avoir lieu du 18 mars 1915 au 9 janvier 1916. Ce qui est intéressant dans cette bataille, c'est que ça va être c'est visiblement un gros projet, mais ça vous confirmerez ou vous infirmerez, de l'entente pour essayer de débarquer sur le territoire ottoman, et ça va se solder, si je ne m'abuse, par un échec. L'autre truc qui est assez intéressant, c'est qu'il va y avoir beaucoup de membres du Commonwealth qui vont participer, notamment il va y avoir le Raj britannique, donc beaucoup d'Indiens, et il va y avoir aussi des troupes néo-zélandaises et australiennes, pour qui, encore aujourd'hui, le débarquement du coup en Turquie est toujours célébré en 2025, tellement c'est important pour eux, même dans leur apparemment conception, dans leur comment on appelle ça, dans leur roman national personnel post-colonial. Voilà, c'est pour ça que je trouvais ça intéressant d'en parler. On peut peut-être commencer tout simplement avec une question toute bête. Ça se solde du coup par une défaite. Est-ce que vous pensez que le commandement de l'entente a sous-estimé les capacités militaires de l'Empire ottoman et que ça aurait peut-être biaisé la planification de leur attaque? Alors, ils se sont surestimés et ils ont sous-estimé leur adversaire. Les deux en même temps, en général. Ok. Double échec, Après, quoi. vu nous, avec le recul, on peut le dire, mais vu les prestations de l'armée turque les dernières guerres, sous-estimé, bon, après le plan était mal fait, planifié, on est d'accord, mais Ce sont eux, en tout cas, surestimés, ça c'est une certitude. oui, ça on est d'accord. Mais malgré tout, moi ce que je trouve un peu voilà, c'est qu'ils ont une frontière entre l'Égypte et la Palestine, mais aussi en Irak, puisqu'on l'oublie, mais le Koweït est déjà une colonie britannique, et donc il y a déjà un front en Irak actuel, face à l'Empire ottoman, et donc un front entre ce qui est aujourd'hui la frontière entre l'Égypte, la Palestine et Israël. Ils ont déjà deux fronts, et ils n'arrivent pas à avancer. Donc ils sont déjà au courant quand même que les Turcs sont capables de se retrancher. Oui, c'est vrai. Ils sont quand même au courant que l'équipe en face, même s'ils sont pas dans le meilleur des états, ils ont la capacité de résister. Et le débarquement sur la péninsule des Dardanelles, en fait, le problème, c'est qu'il y a un échec en plusieurs étapes. Déjà, il y a un échec de la marine britannique à se débarrasser des mines posées dans le détroit des Dardanelles par les Turcs, qui empêche la puissance navale britannique de venir à proximité, appuyer avec son artillerie maritime le débarquement. Ce qui aurait donné un très gros avantage à l'entente, puisque ça veut dire qu'ils auraient eu énormément plus de calibre, entre guillemets, ils auraient beaucoup plus... des plus gros canons, donc ça passe mieux, pour faire très simple. Ok. Donc déjà, il y a un premier échec maritime. Ensuite, ils débarquent dans des endroits où il y a des falaises partout. Donc ça veut dire qu'ils vont systématiquement être sur un terrain bas. Ce qui, à travers toute l'histoire de la guerre, est quand même systématiquement pas génial. Pas être Alexandre le Grand pour le comprendre. Donc en un sens, tu dis qu'ils ont peut-être pas assez étudié la topographie de la péninsule avant de faire leur débarquement. Le problème, c'est que c'est une accumulation de trucs. C'est-à-dire que tu peux étudier la topographie si tu te dis oh mais non, mais la plage, on débarque, on monte, on y va et c'est parti et après on est à Constantinople. Ah bah oui, tout va bien dans le meilleur des mondes, Madame la Marquise. Et parce que du coup l'attaque même maritime est mal engagée. Alors pourquoi c'était quoi l'intérêt de continuer l'attaque alors même que dès le début ça semblait mal parti? C'était décapiter l'Empire ottoman. Ouais. Tout simplement. C'est-à-dire que l'intérêt de débarquer dans les Dardanelles est de rouvrir le chemin d'approvisionnement vers la Russie. Ouais. Et pour le coup, on a cruellement besoin. Parce que la Baltique a été fermée par les Allemands. Donc ils ont besoin d'un autre chemin d'approvisionnement, puisque les Russes, basiquement, pour se connecter au reste du monde, ils ont 4 ports. Un à Sébastopol en mer Noire, qui est bloqué par le détroit du Bosphore et des Dardanelles, donc par l'Empire ottoman. Un qui est Saint-Pétersbourg, qui est bloqué en Baltique par les Allemands. La Baltique étant une toute petite mer, elle est beaucoup plus facile à contrôler, et le Danemark ayant décidé de miner ses eaux territoriales rend le passage très très compliqué. Et les deux seuls autres ports, c'est soit Vladivostok en Extrême-Orient, ce qui veut dire que toutes les ressources que tu peux envoyer doivent traverser toute la Russie en train, et c'est grand, la Russie. Soit c'est le port d'Arkhangel au nord,
mais qui est gelé à peu près 60% du temps. Donc c'est pas terrible pour commercer. Donc il y a déjà cette envie donc de rattacher les wagons avec les Russes. Et en plus de ça, Constantinople est la capitale. Aujourd'hui, on pense la Turquie, on pense capitale Ankara en plein milieu de l'Anatolie. C'est pas le cas de l'Empire ottoman. Et Constantinople est une capitale qui est finalement très très proche de cette ligne de débarquement des Dardanelles. Donc l'idée, c'est une fois qu'on a pris position, on marche sur la capitale et on décapite les Ottomans. Parce que la perte de la capitale, malgré tout, même si c'est pas, ça te fait pas entièrement perdre, c'est quand même un coup au moral fort. Avec un empire ottoman aussi divisé intérieurement, enfin, ça aurait été, c'est vrai que ça aurait été un coup très très dur. Le problème, c'est que les Britanniques, en fait, tout ce plan-là, d'ailleurs, qui est un plan de Churchill, les gens oublient que le chef de l'amirauté responsable de la campagne désastreuse des Dardanelles, c'est Churchill, qui d'ailleurs sera critiqué pendant des années à cause de ce déboire, pour avoir gaspillé des vies pour rien. En fait, ce plan, il intervient très tard. C'est la fin 1914, voire un peu avant, au début 1915, le premier ministre grec Venizelos, qui est un libéral plutôt favorable à l'entente, contrairement au roi grec de l'époque, qui lui est plutôt favorable aux puissances centrales ou à la neutralité. Le Premier ministre grec a proposé aux Britanniques une attaque préventive contre l'Empire ottoman, qui aurait un peu été à peu près le même type de débarquement. La différence, c'est que les Grecs le proposent avec l'idée que, comme c'est une attaque préventive, les Ottomans n'auront pas le temps de se retrancher, n'auront pas le temps de miner le terrain, notamment le détroit, et donc le coup de décapitation pourrait marquer. Les Britanniques, eux, vont le lancer super tard, en 1915. Et pire que ça, après l'échec dans le détroit de se débarrasser des mines, après qu'ils se rendent compte qu'en fait ils vont être coincés par l'artillerie turque dans la passe du détroit des Dardanelles, notamment sur les plages, et ils vont décider de s'enfoncer dans la gare des tranchées et de rester sur place. Et il va falloir, je sais plus, 1 an ou 2 ans avant que finalement ils réalisent que oui, c'est un effort complètement inutile et que non, il suffit pas d'une vague humaine supplémentaire pour gagner. Ok. Et après, effectivement, tu l'as dit, c'est justement pour ça que ça a créé une grosse partie du roman national, notamment australien et néo-zélandais. Parce que c'est un peu le moment où justement les Australiens et Néo-Zélandais se sont dit, ok, les Britanniques font n'importe quoi et on va décider par nous-mêmes de faire n'importe quoi dorénavant. Ça, tu vois, je savais pas du tout qu'une des conséquences de la bataille des Dardanelles se retrouvait dans le roman national australien et néo-zélandais. Je trouve ça dingue. C'est un peu un déclencheur. C'est pas le seul, il y a plein d'autres facteurs. Mais c'est un déclenchement d'une volonté d'indépendance, quoi. C'est-à-dire que c'est un peu le moment où le problème, c'est comme il y a beaucoup de pertes proportionnellement aux troupes engagées, c'est un déclencheur d'identité, de marqueur de ok, ça c'est un moment clé où on se dit là vraiment notre souverain fait n'importe quoi. S'ils sont capables de faire n'importe quoi, on sera capable de faire aussi bien tout seul. Ok. Et d'ailleurs, en parlant de roman national, ça a aussi été très porté par les Turcs post-Empire ottoman, notamment à travers la figure de Mustafa Kemal. Donc en fait, au final, il y a finalement que chez les Britanniques et chez les Français où c'est pas du tout porté. On n'en parle pas, quoi. En fait, j'ai pas souvenir. Les Britanniques, ils en parlaient, comme dit, mais c'était surtout en mal, et c'était surtout parce que Churchill étant ensuite devenu, ayant insisté en tant que politicien conservateur, ça fait partie des trucs qui lui étaient reprochés systématiquement par une partie de l'opinion, par ses adversaires politiques, etc. Parce que du coup, l'influence de Churchill est très grande du coup sur l'envie d'aller décapiter l'Empire ottoman. Du coup, c'est lui l'acteur principal. Sur le plan en fait. Non, plutôt sur le plan en fait. Okay. Sur le plan des Dardanelles, c'est lui en tant que chef de l'amirauté de mémoire qui valide le fait que ce plan doit se faire et qui valide le fait qu'il décide des opérations. C'est un peu de la même manière que Foch est le chef des armées de l'Entente pour le front de l'Ouest. Okay. Il est le chef des armées de l'Entente dans cette opération-là. Ok, d'accord. Forcément, en France, pour le coup, effectivement, par contre, on n'en parle jamais, parce que déjà, on parle très peu du front de l'Orient. Oui, c'est vrai. C'est bien dommage, d'ailleurs. Peu de soldats engagés, il n'y a pas le même aspect national que le combat dans le nord de la France ou pour l'Alsace-Moselle. Pas le même enjeu, on va dire, en termes de mémoire. Ouais. Il y a que de mémoire, et d'ailleurs, il y a que, alors même si c'est pas sur les Dardanelles, c'est plus sur le front gréco-bulgare qu'on a évoqué tout à l'heure, c'est le film Conan. Je vous invite à voir, très cher Très bon film, Conan, d'ailleurs. Très bon film.
très très bon film sur la Première Guerre mondiale, sur les Ouais. traumas de la Première Guerre mondiale, c'est- et justement sur le front d'Orient. C'est une des premières fois où j'ai vraiment entendu parler profondément du côté oriental du conflit à travers ce film. À travers aussi une bande dessinée que je vous recommande, qui s'appelle Quintet, où ça se passe du coup en Grèce pendant la Première Guerre mondiale, et tu as 5 points, c'est donc plus ou moins une enquête policière, et en fait tu as 5 points de vue dans chaque tome, sur un truc qui se passe à une base militaire française située du coup sur le front oriental. Donc je vous conseille également de lire. Est-ce qu'il y a une des raisons de l'échec, c'est aussi peut-être une mauvaise communication, coordination entre les Français et les Britanniques, ou à ce niveau-là, il n'y avait rien à redire? Je suis pas spécialiste de la question, mais je pense pas que ce soit le problème principal. Ouais, ok, ça marche. Après, est-ce que ça a joué? Peut-être, mais en soi, les Français et les Britanniques ont quand même rapidement accepté que, en fonction des fronts, il y en avait l'un ou l'autre qui était prioritaire, on va dire, sur Ouais. les décisions. Tout comme les Français étaient entre guillemets prioritaires sur les décisions en France. Ouais. Là, c'est les Britanniques qui géraient, point. Après, forcément, j'imagine, t'as toujours des frictions, mais c'est pas. D'ailleurs, il y a eu on parlait des soldats australiens et néo-zélandais. Pour le coup, eux, ils ont mis au point des. Je pense, Ouais. mini anecdote. Ils ont mis au point des systèmes de combat durant la campagne des Dardanelles, justement pour la Ok. retraite. D'accord. Parce qu'à un moment donné, quand il faut partir, mais que l'adversaire il est juste en face, c'est compliqué. T'as pas de puissance aucun d'artillerie. Il n'y a pas de laisser t'en aller en fait. Et ils ont mis en place un système un peu ingénieux, c'est les Australiens de mémoire qui l'ont fait. Et ils ont laissé des fusils sur place en position fixe. Et en fait, il y avait un espèce de truc qui goûtait, alors je sais plus si c'est de l'eau ou du sable. Et en fait, ça tombait dans un récipient qui du coup se remplissait petit à petit et qui tirait sur la gâchette. Et qui ensuite se vidait en tirant sur la gâchette. Incroyable. Ce qui fait qu'il tirait un coup, puis ça remonte, ça se re-remplit, ça tire un coup, ça remonte, ça re-remplit. Oui. Et du coup, si t'as un chargeur de 8-10 balles, et ton temps de mise en place de tir, c'est demi-heure, et ben en fait, ça donne l'impression que t'as des mecs qui vont rester là pendant plusieurs heures. Ok, malin. Et putain. ça fait partie des trucs qui leur ont permis notamment de se barrer sans trop de pertes à la fin, Ok. et de simuler entre guillemets. Ouais, une ruse de coyote, quoi. C'est super. Le russe de kangourou, quoi. De kangourou, ouais, exactement. Ruse Presque- d'ornithorynque. D'ailleurs, presque la même utilisée par Albert Roche, d'ailleurs peut-être même la même année, sur les tranchées de l'Ouest. Albert Roche, si vous ne le connaissez pas, pareil, allez voir le Petit Théâtre des Opérations de l'Odieux Connard, ou la musique de Sabaton, qui en a fait une musique sur cette personne, Ok. qui est le plus grand soldat français, et qui a passé toute la guerre, entre guillemets, simple deuxième classe d'infanterie. Ok. Le gars a défendu une tranchée tout seul, Ok. avec cette technique d'aligner, en fait, il a aligné, ils ont pris un barrage d'artillerie, c'est le seul à être encore debout, il a aligné des fusils le long de la tranchée, et en fait il passait d'un fusil à l'autre, pour donner l'impression qu'il y avait encore plein de soldats dans la tranchée. Ah Tirer ouais, sur les putain, Allemands. je connais ça. Ok. Ok. Incroyable. Donc ça c'est le gars sûr. Il a pris une tranchée tout seul, un peu de la même manière, en y allant à la grenade et au portage de couilles, on peut le dire. Il a fait, c'était plus absolument aberrant de mémoire, il a un petit millier de prisonniers à son actif. Il a le fait de s'être libéré, lui, son capitaine et ses camarades d'une prison sur le front, Ok. d'avoir capturé plusieurs nids de mitrailleuses et d'être allé chercher son officier blessé en plein milieu du No Man's Land en rampant pendant plus de 8 heures. Ah ouais, Et d'accord. vraiment, c'est une machine. C'est ce que j'allais dire, ouais. Et après la guerre Le s'est mec- terminée parce qu'il était devant Berlin, donc ils ont dit non. on arrête. Alors, aussi, pareil, alors c'est pas un fun fact, mais c'est complètement hallucinant. Il est mort le jour, juste avant la déclaration de la Deuxième Guerre mondiale. Incroyable. Vraiment, C'est Hitler a attendu. Hitler a attendu qu'il le moment où meure le mec pour était attaquer. plus là. C'est vraiment, Vous êtes bien sûr, hein? C'est sûr qu'il est mort. C'est bon. Et Ça, c'est génial comme anecdote. le plus délirant, si jamais vous êtes complexé par votre taille, très chers auditeurs et auditrices, il faisait un petit mètre 58 ans. Ah, il se faut Donc, piler entre les balles. comme Quoi. quoi, tu peux être petit et avoir une très grande ombre. Ah bah c'est pour ça, il est les balles pas C'est ça. lui, c'est de la triche. Et à la base, c'est pour ça qu'ils voulaient pas le recruter d'ailleurs, parce que trop petit, donc forcément nul à la guerre. Ok, je connaissais pas du tout Je ce me mec. dis des fois, je me demande si le mec qui l'a refusé au début, qui vraiment l'a renvoyé à la maison,
il a survécu et il s'est posé il s'est posé au bord de la cheminée plus tard. Genre, putain, quel débile. Ok, bah On a merci. un peu divagué, mais. Merci Ça beaucoup me pour ce personnage-là. Je vous recentre une dernière fois. J'avais une dernière question pour vous sur le sujet des Dardanelles parce que on a parlé de Churchill et c'est un débarquement. Alors vous voyez peut-être où je vais en venir avec mes gros sabots, mais est-ce que les enseignements de la campagne de Gallipoli ont pas influé quand même sur la manière de conduire une opération de ce type-là et notamment pendant la Seconde Guerre mondiale après? Est-ce qu'il y a une Est-ce qu'ils ont tiré des enseignements directs de ça ou pas du tout? Je suis pas convaincu. Non, ok. Non, c'était vraiment juste comme ça. Ouais, C'est Je suis pas convaincu non plus. Moi, Ok. je suis pas convaincu déjà parce qu'on est sur une situation géographique qui n'a rien à voir. Ouais. Le 3 des Dardanelles, c'est tout petit. Et en plus, c'est pas un débarquement pour reprendre un continent, c'est vraiment une tentative de décapitation qui foire lamentablement. Il n'y a pas d'aviation. Ouais. Donc, t'as tout un pan du débarquement de Normandie qui n'existe pas. Et puis le débarquement en Normandie, c'est pas le premier que font les Alliés durant la Seconde Guerre mondiale. C'est-à-dire, les Américains, ils en ont déjà fait plusieurs dans le Pacifique. Ils ont déjà débarqué en Italie avec les Britanniques. Enfin, le débarquement en Normandie, c'est un gros truc logistique avec plein de nouveautés, mais c'est pas non plus un coup d'essai, c'est pas une première, quoi. Ouais. Parce que là, on est vraiment Ils plutôt sur. ont peut-être dû en tirer des enseignements de ne pas rester en bas du terrain et avoir la puissance maritime de l'artillerie à disposition. Ça paraît. La On base. peut imaginer que ça, il l'a intégré. Pour le reste. Ouais, Ok, effectivement. ça marche. Est-ce que vous avez envie de rajouter quelque chose sur cet événement? Si vous êtes anglophone, vous pouvez aller voir Ouais. un épisode de Possible History sur justement sur l'idée que les Grecs avaient émis de faire à peu près le même coup, Ok. mais de manière préventive. Et du coup, ça avait marché. Parce que, du coup, l'idée étant que comme tu enlèves énormément des éléments qui ont fait que ça a échoué, bah, ça aurait pu changer effectivement énormément de choses. Outre l'entrée en guerre de la Grèce, du coup, très tôt dans le conflit, ça décapite quasiment le front ottoman. Les Russes sont beaucoup moins étranglés économiquement. Ça fait sans doute aussi que la Bulgarie ne rentre jamais dans le conflit en 1915. avec des Anglais et des Russes et des Français déjà sur la frontière, c'est pas top comme situation. Mais du coup, pourquoi est-ce que les Grecs l'ont pas fait ça alors? C'est des. Parce que les Anglais ont pas accepté. Ok. Les Anglais entretenaient un peu l'idée que les Ottomans allaient rester neutres et que. Et ouais. Ce qui est pas absurde d'ailleurs en soi. Hein, le choix qu'ont fait les trois pachas, c'est comme ça qu'on surnomme le gouvernement turc, Ottoman. qui est Ouais. dirigé par un triumvirat. Ok. Le même d'ailleurs qui provoquera les événements dont a parlé Mika en Arménie, et dont certains, notamment un, sera assassiné par un Arménien justement par vengeance après la guerre. Ok. Ils étaient déjà bien enfoncés dans l'idée d'une coopération avec l'Allemagne. Si tu veux, c'est vraiment un choix presque pas individuel, mais pour le coup, ces trois personnalités ont énormément influé sur l'entrée en guerre des Ottomans. Si tu étais d'autres politiciens, c'est pas sûr que l'Empire ottoman ait suivi la même politique. C'est vraiment un coup de tout ou rien. L'entrée des Ottomans dans le conflit, c'est soit ça passe, soit ça casse. Donc finalement, les Britanniques et les Français ont repris le plan que les Grecs avaient en tête et l'ont appliqué eux-mêmes, quoi, plus ou moins. Ouais, après je sais pas si les Grecs étaient allés au point de détailler à ce point ce qu'ils voulaient faire. leur idée, mais il est clair que c'est con, mais en règle générale, un combat ça se passe mieux si tu arrives à prendre l'ennemi par surprise. Si tu lui mets le pistolet sous le nez avant qu'il ait eu le temps de se réveiller le matin, bah forcément tu gagnes plus facilement, quoi, hein, on va pas te mentir. C'est plus simple si l'adversaire ne résiste pas. Et est-ce que les Grecs ont participé quand même ou pas à la campagne ou pas du tout? Non, parce ok. que du coup, Ils étaient sous. En fait, l'un des problèmes aussi, c'est que les Grecs sont très divisés, Ouais. tout comme les Bulgares ou les Roumains d'ailleurs, puisque la monarchie grecque, comme la monarchie bulgare ou la monarchie roumaine, a des liens de famille, comme d'ailleurs toutes les autres monarchies d'Europe, avec la dynastie des Hohenzollern allemands. Donc le roi ne veut pas faire la guerre à un cousin à lui, plus des affinités idéologiques avec un régime autocratique, aristocratique et compagnie, hein, bien sûr. Alors que le gouvernement grec, comme d'ailleurs le gouvernement bulgare et le gouvernement roumain, sont plutôt libéraux et donc plutôt favorables à l'entente.
Ok, ça marche. La différence, c'est que le gouvernement roumain va avoir la chance, entre guillemets, que son monarque pro-allemand va mourir de vieillesse et être remplacé par quelqu'un plus aligné sur l'entente. Mhm. Le gouvernement bulgare va choisir de dire que, bah, écoute, Boris, oui, de mémoire, Il s'appelait Boris. Ok. écoute, Boris, tu prends la décision, mais si ça merde, c'est ta faute, pas la nôtre. Et les Grecs vont connaître une quasi-guerre civile. Donc, Encore ouais, hein. Ouais, bah. ils passent leur temps à ça, ouais. Ouais, pour la collègue, hein. Ok. Donc en fait, disons que si les Anglais avaient accepté la proposition du Premier ministre grec, ils auraient été quasiment obligés de mener un coup d'État contre le ouais. monarque grec, qui était aussi un cousin de la famille royale britannique. Oui, ce qui explique peut-être pourquoi ils l'ont pas fait du coup. Donc il y a aussi, Bordel. voilà, il y a aussi Bordel, des problèmes ouais. de monarchie, et il y a Cet tout ancien un monde, tas là. de trucs dynastiques et personnels. Mais ouais, c'est Ouais, vrai au qu'on milieu. on en avait parlé sur le premier épisode, effectivement. D'ailleurs, ça, mais peut-être nos auditeurs ne le savent pas, mais l'époux d'Élisabeth II, donc précédente monarque du Royaume-Uni, est un des descendants du fameux roi grec. Ok, Et il est un des membres de sa famille. ok. Incroyable. Donc, Tout est lié. techniquement, Tu nous disais que c'était des Prussiens, les rois anglais actuels. Mais du coup, ils sont aussi liés aux Grecs. Aussi. C'est un truc de dingue. Ils sont aussi, ben ouais, de toute façon, les problèmes des aristocrates, C'est qu'ils sont tous liés ensemble, quoi. Ouais. ils sont pas super nombreux et du coup, ça tourne vite en rond. Hein. Les arbres Ça pour généalogiques. garder le sang bleu. Ok, bah merci beaucoup du coup pour tous les deux pour vos informations sur ce sujet. Si vous souhaitez également participer à notre petite causerie, rien ne vous empêche de le faire dans les commentaires de cette vidéo, tout en restant bien évidemment courtois les uns avec les autres. Et si vous souhaitez découvrir d'autres sujets, il ne vous reste plus qu'à vagabonder un petit peu partout sur cette chaîne, parce qu'on y parle un petit peu de tout et surtout un petit peu de rien. N'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne, à mettre un petit pouce bleu et à nous suivre sur les différents réseaux sociaux. Merci à vous et à très bientôt.